Marc, merci pour la présentation. Donc, j'ai préparé une présentation, mais on va se garder quand même du temps à la fin pour les questions, les discussions. J'ai dit, par exemple, à Marissa et à Marie-Marthe, s'il y a des questions de clarification tout au long de la présentation, puis vous voulez les mettre dans le clavardage, je leur ai dit qu'elles pouvaient me couper la parole sans problème là, pour répondre à vos questions s'il y en a, mais je vais quand même garder un bon moment à la fin là, pour qu'on puisse discuter. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous présenter une partie des données de la première phase de notre projet de recherche qui vise à étudier les pratiques dans les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales au Québec. C'est un projet qui est né d'un partenariat entre le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes et 3 universités, donc l'Université de Montréal, l'Université Laurentienne, l'Université d'Ottawa. Et c'est un projet qui est financé à la hauteur de 250 000 par le Conseil de recherche le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et les données que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, elles vont être publiées sous peu dans la revue Criminologie. On est à l'étape de la révision linguistique, donc on s'attend à ce que l'article soit publié là, dans les prochains mois. S'il y en a qui veulent avoir une copie, ça me fera plaisir de la partager quand elle va être disponible. Donc, comme plan de match, ce que je vais faire, je vais prendre quand même quelques minutes juste pour contextualiser le projet, parce que c'est quand même un projet qui se déroule sur une période de 6 ans. Et ensuite, je vais vous présenter une partie des résultats, les implications de ces résultats-là et c'est quoi la prochaine phase de l'étude, en fait, ce sur quoi on travaille présentement. Je vais commencer en remerciant chaleureusement les maisons d'hébergement qui ont participé à la phase 1 du projet. Je trouve ça quand même assez incroyable, là. Comme vous voyez, il y a plusieurs maisons qui se sont engagées dans le projet, qui ont été mobilisées. On a recruté quand même un bon nombre de participantes. Donc, vraiment, merci aux maisons qui ont été impliquées. Ce projet-là n'aurait pas pu voir le jour et continuer sans votre implication. Donc, merci. Donc, le contexte de l'étude. En fait, le projet est né d'un constat. Et le constat est le suivant. Au Québec, il n'y a jamais eu d'études évaluatives à grande échelle sur les pratiques dans les maisons d'hébergement. Donc, il y a eu des études qui ont été faites, évidemment, mais plus au niveau québécois, là, à grande échelle, voir qu'est-ce qui se fait dans les maisons d'hébergement. On n'a pas ce type d'études-là. Et on s'est dit, ben, ça serait peut-être une bonne chose de voir comment on peut évaluer ce qui se fait dans les maisons d'hébergement. Et si ce qui se fait dans les maisons d'hébergement, donc en parlant des pratiques, si ça mène aux effets escomptés avec les femmes. Et après quelques pourparlers, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on va évaluer, comment on va l'évaluer, on n'a à peu près pas d'outils en français hein, pour faire ce genre d'études-là, contrairement aux États-Unis où il y a des questionnaires qui se sont développés en anglais et tout ça. Fait que nous, étant donné qu'on partait de rien, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait faire l'étude en étapes. On pourrait faire une première étape dans laquelle on développerait nos outils, des outils qu'on voulait cohérents avec l'approche féministe, qu'on voulait cohérents avec, l'approche féministe, puis aussi avec le contexte québécois. Et dans une phase 2, on s'est dit, bien, on va utiliser nos outils pour faire l'étude des pratiques. Le concept central, parce que là, c'est sûr qu'on ne peut pas tout étudier. Ça a été aussi des décisions qu'on a dû prendre comme équipe. On ne peut pas faire l'étude de toutes les pratiques. Puis un des gros enjeux, c'est que il n'y a pas de programme standardisé dans les maisons d'hébergement au Québec. C'est pas comme quand une femme va dans une maison au Québec, il y a une procédure standardisée qui est claire dans toutes les maisons d'hébergement. Il y a des programmes qui sont établis. Chaque maison met un peu sa couleur. On sait qu'il y a des programmes dans certaines maisons, mais ce n'est pas toujours appliqué de la même façon. Puis il n'y a rien d'uniforme au Québec. C'est correct, c'est une bonne chose. Mais pour l'étude des pratiques, c'est quand même, c'est un premier défi auquel on faisait face. Qu'est-ce qu'on va étudier? Et le choix qui a été fait à ce moment-là, c'est d'étudier le concept qui s'appelle, puis là en français c'est peut-être un peu long, là,
mais il n'y avait pas d'autre façon de bien le traduire. C'est le concept de reprise du pouvoir des femmes sur leur sécurité. En anglais, on parle de Safety Related Empowerment. En fait, c'est un concept qui amalgame les notions de sécurité et de reprise du pouvoir qui sont au cœur des pratiques en maison d'hébergement. Donc, je suis pas mal certaine, je sais qu'il y a des intervenantes qui sont ici aujourd'hui, mais souvent, quand on demande aux intervenantes c'est quoi l'objectif du travail avec les femmes en maison d'hébergement, souvent ce qu'on entend, ce qu'elles nous répondent, puis je l'ai vu dans ma thèse de doctorat aussi, c'est d'assurer la sécurité des femmes et des enfants et d'aider les femmes à reprendre du pouvoir sur leur vie ou d'accompagner les femmes dans une reprise du pouvoir. Pourquoi on les a mis ensemble? Donc, pourquoi de parler de reprise du pouvoir sur sa sécurité? En fait, c'est que quand on souhaite étudier les pratiques, soit dans les maisons d'hébergement, mais dans tout organisme ou dans tout endroit où on offre des services aux femmes, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas seulement faire l'évaluation de est-ce que cette femme-là est en sécurité ou non, parce que les intervenantes n'ont pas de pouvoir sur ce que le conjoint ou l'ex-conjoint peut faire. Donc, si on demande à une femme, est-ce que tu te considères en sécurité après ton séjour? Et qu'elle nous répond non, parce que son conjoint continue de la harceler, on ne peut pas dire qu'elle a eu des mauvais services, parce que c'est hors du contrôle des intervenantes. Fait que si une femme répond, par exemple, qu'elle répond non à est-ce que tu te sens davantage en sécurité, ce n'est pas un indicateur sur la qualité des pratiques. Fait que les intervenantes, on le sait, ne peuvent pas être partout en tout temps et toujours. Les policiers, la société, les professionnels ont un rôle à jouer. Donc, il y a ça. Au niveau de la reprise du pouvoir, l'enjeu avec ce concept-là, c'est que c'est un concept quand même au contour flou. On peut difficilement reprendre du pouvoir sur sa vie au sens large parce que ce qu'on se rend compte, c'est que la reprise du pouvoir, c'est un processus et ça s'actualise différemment en fonction des sphères de notre vie. Par exemple, une femme victime de violence conjugale qui est entrepreneur, qui a sa propre business, sa propre compagnie, elle pourrait avoir un très bon sentiment de reprise du pouvoir ou d'empowerment dans la sphère de sa vie qui est son travail. Mais dès qu'elle arrive à la maison, parce que son conjoint est violent, son sentiment de reprise du pouvoir pourrait être très faible. Ou encore, une femme qui fait du sport et qui excelle dans les sports, elle pourrait avoir un très bon sentiment d'empowerment dans les sports, mais pas du tout quand elle est dans les procédures à la Cour supérieure. Donc, on a du pouvoir dans certaines sphères de notre vie et on en a moins dans d'autres. Et quand on met les deux ensemble, reprendre du pouvoir sur sa sécurité, bien, ça le dit un peu, hein, c'est vraiment de reprendre du pouvoir dans la sphère de sa vie qui est la sécurité. Et ça se mesure. L'échelle qui est utilisée pour mesurer ça, ça s'appelle le Movers. C'est une échelle c'est une échelle psychométrique qui a été développée par une équipe de chercheurs américaine et qui comprend 13 items. Donc, 13 questions qu'on pose aux femmes pour évaluer si elles reprennent du pouvoir ou non sur leur sécurité. Et les 13 questions sont regroupées en ce qu'on appelle 3 facteurs. Fait qu'on peut les catégoriser en 3. Il y a des questions sur les ressources internes de la femme. Donc, je sais quoi faire, je sais comment le faire, je me sens en confiance dans mes démarches pour assurer ma sécurité. La perception du soutien. Donc, je sais qu'il y a des ressources, je sais qu'il y a des ressources qui sont disponibles, je sais vers qui me tourner si je rencontre des difficultés dans mes démarches. Et les compromis. Les compromis, c'est les pertes que les femmes font et que, bon, est-ce que c'est surmontable ou non compte tenu de leur ampleur. Puis ça va se concrétiser tantôt un petit peu plus. Donc, nous, on trouvait que cette échelle-là, elle était vraiment intéressante parce qu'elle permet de mesurer ce qui se fait en maison. Tu sais, la reprise du pouvoir des femmes sur leur sécurité, c'est juste dit un peu différemment. Donc, l'équipe qui a développé cette échelle-là, en fait, c'est une équipe de psychologues américaines féministes, l'équipe de Lisa Goodman et ses collègues, et elles l'ont validé sur un échantillon de 230 femmes aux États-Unis. Donc, nous, on a contacté l'équipe de Lisa Goodman et on leur a demandé, est-ce que vous nous donnez la permission de traduire, d'adapter votre échelle au contexte québécois, donc d'adapter un peu, parce qu'on ne peut pas complètement changer, et de la valider au Québec.
et elles sont tellement sympathiques, il n'y a eu aucun problème, elles ont accepté et Lisa Goodman a même collaboré à la mesure de ce qu'elle pouvait faire parce qu'elle ne parle pas français. Donc, nous, ce qu'on a fait, puis là, je vous épargne toute la procédure de traduction et adaptation. Ça s'est fait en partenariat avec des intervenantes en maison d'hébergement. Et quand notre échelle était prête, on l'a validée sur un échantillon de 189 femmes qui recevaient des services en maison d'hébergement. Je dois dire qu'on était vraiment contents parce qu'un échantillon de 189 au Québec, c'est énorme. On n'a pas la population qu'ils ont aux États-Unis, là. Donc, 189 au Québec, c'était vraiment une belle réussite. On était très contents d'avoir ce chiffre, ce nombre-là de femmes qui ont participé. Et encore une fois, c'est grâce aux maisons qui ont été très mobilisées. Et là, et c'est là que je vais présenter quelques résultats. Je vous épargne tout le processus de validation. On a écrit un article là-dessus, puis ça me fait plaisir de le partager avec vous si ça vous intéresse. Mais là où je voudrais vous amener, c'est que quand on a validé notre questionnaire, on s'est dit 189 femmes, c'est un gros échantillon. Ça serait peut-être le fun de pousser un petit peu plus sur les résultats qu'on retrouve. Parce que là, on n'était pas à l'étape d'évaluer les pratiques. C'est ce qu'on fait maintenant. On était vraiment juste à l'étape de valider notre questionnaire. Mais étant donné qu'on avait un gros échantillon, on s'est dit, ça serait le fun de pousser un petit peu plus loin pour regarder ce concept-là de reprise du pouvoir des femmes sur leur sécurité. Fait en termes de méthodologie, ce qu'on a fait, c'est les femmes qui ont rempli notre questionnaire, donc notre questionnaire de reprise du pouvoir sur la sécurité, on leur a aussi fait passer une série d'autres questionnaires, et ça, c'est propre au processus de validation. Donc, les femmes devaient remplir un questionnaire sociodémographique où on collectait toutes sortes de données là, sur leur âge, le statut matrimonial, le nombre d'enfants, l'origine culturelle, le diplôme, etc. Et une autre série de questionnaires qui avaient déjà été validés. Par exemple, on leur a fait passer un questionnaire sur l'humeur qui mesure le niveau de stress, de dépression, d'anxiété. On leur a fait passer une échelle d'estime de soi, une échelle de soutien social, une échelle de satisfaction de la vie et une échelle d'auto-efficacité. Elles avaient quand même beaucoup de travail à faire quand elles participaient à l'étude, mais ça nous a quand même donné des informations intéressantes. Donc, à ce moment-là, un coup que la validation était faite, bon, on se retrouvait quand même avec une bonne quantité de données. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est ça serait vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui distingue les femmes qui ont un bon niveau ou un score élevé de reprise du pouvoir sur leur sécurité et les femmes dont le score de reprise du pouvoir sur leur sécurité est plus faible. Puis voir qu'est-ce qui distingue ces femmes-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est ce qui s'appelle une analyse de clusters hiérarchiques. Donc, on a divisé le groupe des femmes en deux. Les femmes qui ont un haut niveau d'empowerment et les femmes... Puis là, je dis empowerment parce que des fois, dire reprise du pouvoir des femmes sur leur sécurité, c'est un peu long. Là, fait que je vais peut-être dire empowerment à partir de cette étape-ci, puis ça fait référence à ce que je vous nomme. Donc, un haut niveau d'empowerment, puis les femmes qui avaient un faible niveau d'empowerment ou du moins plus faible. Puis là, on s'est dit, on va comparer qu'est-ce qui distingue les deux groupes. Fait il y a trois choses qu'on a regardées, parce qu'on ce à quoi on avait accès. La première chose, c'est qu'on s'est dit, on va regarder ce qui distingue les deux groupes en fonction des questionnaires auxquels elles avaient à répondre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, on va regarder en termes de données sociodémographiques. Qu'est-ce qui distingue les deux groupes? Et troisièmement, on va regarder les manifestations de violence qu'elles ont subies. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux groupes? Bon, là, il y a une série de chiffres, là. Je vais les décortiquer avec vous. Vous allez voir, c'est pas compliqué quand on les regarde. Fait que, dans le groupe de RPS élevé, c'est reprise du pouvoir sur la sécurité élevée. Fait que ça, c'est le groupe 1. On avait 114 femmes de notre échantillon de 189 qui avaient un haut niveau d'empowerment. Et le groupe 2, la deuxième colonne que vous voyez, on avait 75 femmes où le niveau d'empowerment était considéré comme plus faible. Fait que ça, c'est la première chose qu'on a regardé. Qu'est-ce qui caractérise les deux groupes?
Si vous regardez dans la colonne de gauche complètement au niveau des indicateurs, ça, ce sont les questionnaires, les items que les femmes avaient à remplir. Fait que si vous regardez les 3 premières lignes, je les ai mis en caractère gras, ce sont nos indicateurs de reprise du pouvoir des femmes sur leur sécurité. Donc, les femmes du groupe élevé, elles ont une meilleure perception du soutien, elles ont de meilleures ressources internes que les femmes du groupe faible. C'est-à-dire qu'elles sentent qu'elles vont être capables de franchir les obstacles pour être en sécurité, elles sentent qu'elles savent quoi faire, que si ça ne marche pas, elles vont trouver d'autres solutions. Puis c'est des femmes qui sont capables de se projeter dans l'avenir. Donc, elles ont une vision claire de ce qui les attend, puis des étapes à franchir dans leur démarche pour être en sécurité. Et perception du soutien, donc c'est dans le groupe Empowerment élevé, on a aussi des femmes qui sentent qu'il y a des gens sur qui elles peuvent compter. Elles sentent qu'elles connaissent bien les ressources dans leur communauté, que ces ressources-là sont disponibles pour elles. Et à l'inverse, les femmes du groupe 2, elles rapportent plutôt que leur démarche pour être en sécurité, c'est difficile pour elles, qu'il y a beaucoup d'obstacles, que c'est plus difficile pour elles de trouver des solutions. Elles ont plus de difficultés à se projeter dans l'avenir, puis elles sentent que les gens dans leur entourage ou dans leur communauté ne leur offrent pas le soutien dont elles ont besoin pour être en sécurité. Pour la question des compromis, les femmes du groupe 2, elles ont l'impression d'avoir à renoncer à beaucoup de choses et peut-être même à trop de choses pour être en sécurité. Quand on parle des compromis, c'est d'être en sécurité, ça veut dire que mes enfants n'auront plus de père. Ça veut dire que je vais être obligée de déménager, de vivre dans la pauvreté. Pour les femmes du groupe 2, les compromis étaient très, très pesants. Alors que les femmes du groupe 1, c'est pas qu'elles n'avaient pas de compromis, mais soit que les compromis sont moindres, ou soit qu'elles sentent que même s'il y a toutes sortes de sacrifices que je dois faire, je vais être capable de les surmonter. Et là, les autres items que vous voyez en dessous à gauche, ça provient des questionnaires qu'on leur a fait passer. Puis là, il n'y a aucune surprise ici. Ce qu'on voit là, ça va complètement dans le sens de nos hypothèses. Les femmes du groupe 1, elles rapportent avoir une meilleure estime d'elles-mêmes. Elles ont un meilleur sentiment d'auto-efficacité. Puis elles ont l'impression, de façon générale, d'avoir plus de soutien social, des personnes significatives, amis, familles, etc., dans leur vie, contrairement aux femmes du groupe faible. Et elles ont rapporté moins de symptômes de stress, d'anxiété et de dépression que les femmes du groupe 2. Puis l'inverse est vrai pour les femmes du groupe 2 versus les femmes du groupe 1. Donc dans le groupe 2, plus faible estime de soi, un sentiment d'auto-efficacité plus faible, elles sont moins satisfaites de la vie en général, elles ont moins de personnes sur qui compter. Et à l'inverse, leurs symptômes de stress, de dépression et d'anxiété étaient plus élevés. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça. En même temps, on s'attendait à ces résultats-là. Ça fait quand même du sens. Plus tu as une bonne estime de toi, plus tu es réseauté, plus tu as confiance en la vie, en tes moyens, en tes habiletés, puis moins tu te sens stressée, anxieuse ou déprimée, plus ton sentiment de reprise de pouvoir sur ta sécurité va être élevé. Et vice-versa. Ça, c'est la première chose qu'on a comme résultat. La deuxième chose, et là, on a regardé, on a épluché toutes les données sociodémographiques qu'on avait récoltées pour voir, y a-t-il des distinctions entre les deux groupes? Puis je me souviens d'avoir une rencontre avec le statisticien de l'équipe où est-ce qu'il me dit, Isabelle, il n'y a à peu près rien qui distingue les deux groupes. Il dit, j'ai tout regardé, j'ai tout épluché, j'ai dit, retourne dans tes analyses. J'ai dit, ça se peut pas. Puis effectivement, on a tout épluché, on a regardé. Puis on avait quand même un questionnaire sociodémographique assez élaboré qu'on faisait passer aux femmes. Et il n'y a à peu près rien qui distingue les deux groupes en termes d'emploi, en termes de diplôme, au niveau du statut migratoire, le nombre d'enfants, la religion, le statut matrimonial. Il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. On retrouvait autant de femmes immigrantes, canadiennes de souche dans les groupes Empowerment élevé, Empowerment faible, au niveau... Fait que vraiment, il n'y avait à peu près rien qui les distinguait. Par contre, il y a deux exceptions. Et je les ai mis en caractère gras. Je n'ai pas tout mis, là, les données sociodémographiques, parce que ça aurait été un peu trop long, mais je vous ai mis les deux où est-ce qu'on a trouvé une différence significative. Donc,
On a plus de femmes. Si vous regardez là, au niveau du revenu familial, les femmes, si on regarde les femmes qui gagnent moins de 10 000 par année, on en retrouvait quand même beaucoup plus dans le groupe 2. Donc, empowerment faible, 41 versus 30 dans le groupe 1. Et ça fait du sens, hein, parce qu'un revenu de moins de 10 000 on s'entend, c'est pas beaucoup dans le contexte actuel. Fait que pour nous, ça fait du sens qu'on en retrouve plus dans le groupe 2. Mais ce qui nous a surpris, c'est que passé 10 000 il n'y a plus de différence. Fait que si on regarde entre 10 000 et 19 000 et après, c'est à peu près égal dans les deux groupes. Et nous, on aurait pensé que les différences se seraient poursuivies, du moins encore un petit peu, mais il n'y a pas de différence en haut de 10 000. Fait que ça nous a quand même surpris. Et l'autre variable où on dénote une différence, c'est le statut d'emploi. On a plus de femmes dans le groupe reprise du pouvoir faible qui indique être sans emploi, donc c'est 31 comparativement à 22 des femmes du groupe 1, reprise du pouvoir élevé. On sait que la situation financière des femmes, c'est un facteur significatif dans le processus de rupture avec le conjoint violent, donc ça fait du sens, mais vraiment, on aurait pensé voir beaucoup plus de différences entre les deux groupes que ce qu'on a retrouvé jusqu'à date. Et finalement, la troisième chose qui nous a intéressés, c'est de voir les manifestations de violence du conjoint. Et on croyait, notre hypothèse était que les femmes qui auraient vécu des formes de violence plus graves se retrouveraient davantage dans le groupe 2 que dans le groupe 1. Et contre toute attente, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et ça nous a vraiment surpris. Fait que si on regarde au niveau de la violence physique, on voit qu'il y a un peu plus de femmes du groupe Empowerment faible qui rapportent avoir subi de la violence physique, 74 contre 67 du groupe Empowerment élevé. Au niveau de la violence verbale, psychologique, sexuelle, économique, spirituelle, harcèlement et séquestration, comme vous voyez, il n'y a pas de distinction, puis je dirais que c'est à peu près identique dans les deux catégories. Mais si on regarde les menaces de mort et tentatives de meurtre, on a quand même beaucoup plus de femmes du groupe Empowerment élevé qui en ont été la cible. Et ça, on a trouvé ça quand même assez surprenant. On ne s'attendait pas à ce résultat-là. Donc, des femmes qui rapportent un haut niveau d'empowerment, qui vient avec l'estime de soi, le réseautage, l'auto-efficacité, la confiance en la vie, ont été plus la cible de menaces de mort et de tentatives de meurtre que les femmes qu'on retrouve dans le groupe 2. Comment on explique ça? Oui, Marie-Marthe? En fait, il y a la même question là, dans le chat. Est-ce qu'on parle de sans emploi ou sans revenu? C'était sans emploi. Puis, qui vient avec sans revenu souvent, là, ouais. Puis moi, j'avais une question aussi parce que tu parlais de revenu familial, mais est-ce qu'on parle, mais dans ta présentation, tu parles du revenu des femmes. Est-ce que c'est le revenu des femmes ou c'est le revenu familial? On leur demandait le revenu au moment où elles étaient en maison d'hébergement. C'est quelque chose qu'on va... personnel? Oui, okay. mais on pense qu'il y a des femmes qui ont peut-être mis le revenu... étant donné qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient mis des revenus modestes, on pense que c'était le revenu personnel, mais il y en a peut-être qui ont répondu le revenu familial. C'est quelque chose qu'on va corriger qu'on a corrigé dans la phase 2. Super. Fait que là, comment on explique ça? On s'est beaucoup questionné et on s'est dit que, bon, toutes ces femmes-là ont reçu des services en maison d'hébergement. Fait que peut-être que au-delà des manifestations de violence du conjoint, c'est possible que les services en maison d'hébergement sont tellement bons que les femmes reprennent du pouvoir sur leur sécurité, même quand elles ont vécu des formes graves de violence. C'est quelque chose qu'on pense que c'est peut-être une hypothèse qui fait du sens. On le sait aussi, bon, avec la question du contrôle coercitif, hein, c'est pas tant comment se manifeste la violence du conjoint, mais l'intention de contrôle qui est quand même un indicateur à ce niveau-là. Peut-être aussi, puis les 189 femmes étaient à des étapes différentes de leur parcours, fait qu'on s'est dit peut-être que les femmes qui ont vécu des formes plus graves de violence
peut-être qu'elles sont restées plus longtemps en maison, puis peut-être que c'était celles aussi qu'on retrouvait plus dans un suivi post-hébergement, elles étaient plus encadrées, mais on ne sait pas trop à cette étape-ci. Fait qu'on on reste avec plus de questions que de réponses. Maintenant, en termes d'implication, qu'est-ce que ces résultats-là nous disent? Pour l'instant, nous, on croit qu'il y a une relation bidirectionnelle entre l'estime de soi, l'auto-efficacité, le soutien social, la satisfaction de la vie et le sentiment de reprise du pouvoir des femmes sur leur sécurité. On ne sait pas trop dans quel sens vont ces relations-là, mais on pense que ça va dans les deux sens. Fait que, par exemple, si les intervenantes en maison d'hébergement font un atelier sur l'estime de soi des femmes, ou travaillent à consolider leur réseau, on pense que ça devrait amener les femmes à reprendre du pouvoir sur leur sécurité. Et inversement, si une intervenante fait un plan de sécurité personnalisé avec une femme, bien, on pense que ça devrait rehausser aussi leur sentiment de reprise du pouvoir, mais peut-être aussi leur estime et tout ça. On a l'impression que cette corrélation-là, elle va dans les deux sens. À cette étape-ci, on pense aussi que les variables socio-démographiques, ça joue pas tant, mais ça reste à creuser. Fait que ce qu'on se dit, c'est ça pourrait peut-être être positif au sens où les femmes, peu importe le background, peu importe leur revenu, peu importe le statut migratoire, peu importe, elles ont le potentiel de reprendre du pouvoir sur leur sécurité parce que quand on compare, il n'y a pas tant de distinction. Donc, il y a ça aussi. En termes de pratiques, qu'est-ce qu'on sait des pratiques? Pas grand-chose. Donc, quelles pratiques ont une influence sur la reprise du pouvoir des femmes sur leur sécurité? Vraiment, c'est une boîte noire. Aux États-Unis, il y a quelques études qui ont été faites et ce qu'on sait, c'est que plus les pratiques sont centrées sur les besoins des femmes, donc des pratiques qui s'adaptent, qui sont adaptées à leurs besoins précis, plus les femmes reprennent du pouvoir sur leur sécurité. Et on sait qu'on retrouve le même effet avec les pratiques qui sont sensibles au trauma. Par contre, au Québec, les effets de l'approche féministe sur le sentiment de reprise du pouvoir des femmes sur leur sécurité, on ne sait rien à cette étape-ci. Ce qui nous amène aux prochaines étapes du projet. Donc, dans la prochaine phase de l'étude, dans laquelle on est depuis environ 1 an maintenant, mais qui se poursuit, on a développé une procédure de recrutement standardisée avec les maisons d'hébergement. Donc, les maisons qui embarquent dans le projet. S'il y en a qui sont ici aujourd'hui, je vous remercie parce que c'est quand même toute qu'une tâche. Et la procédure est que les maisons qui s'engagent dans le projet, elles s'engagent à recruter 10 femmes. Donc, les 10 premières, elles demandent aux femmes de participer jusqu'à temps qu'il y en a 10 qui disent oui, mais sans les sélectionner. Donc, si une femme est victime de violence conjugale, elle vient héberger et qu'elle a plus de 18 ans, elle peut participer. Et là, en fait, on suit les femmes pendant un séjour. Et cette fois-ci, on a 2 temps de mesure. Comme ça, on va pouvoir évaluer, dans le fond, quelles femmes reprennent du pouvoir ou non sur leur sécurité pendant un séjour. On a un pré-test, donc quand les femmes arrivent en maison, et on a un post-test quand elles quittent la maison d'hébergement. Ça nous permet de mesurer leur sentiment de reprise du pouvoir quand elles arrivent et quand elles quittent. Et là, on s'intéresse à travers tout ça à ce que je disais tantôt, la boîte noire, les pratiques. Quelles pratiques ont une influence sur ce sentiment de reprise du pouvoir pendant que les femmes sont en maison d'hébergement, pendant un séjour? À cette étape-ci, les femmes qui sont en suivi externe ne sont pas incluses dans l'étude parce qu'on s'intéresse au séjour à cette étape-ci. Et là, les pratiques qu'on a sélectionnées, il y a 7 pratiques à l'étude. Et on s'est basé, puis là, j'ai pas le temps d'en parler parce que j'avais dit que je présenterais pour à peu près 30 minutes. Je vais dépasser un petit peu. Mais en fait, les pratiques, on s'est basé sur les résultats de focus group qu'on a fait à l'étape 1 avec des intervenantes en maison d'hébergement où on a demandé, selon vous, qu'est-ce qui contribue au sentiment de reprise du pouvoir des femmes sur leur sécurité quand elles hébergent en maison d'hébergement? Et là, on a développé des hypothèses, que ces pratiques-là ont une influence, mais il faut le tester.
Fait qu'on a développé un questionnaire maison avec des items pour chacune de ces pratiques-là que vous avez à l'écran. Donc, la qualité de l'accueil, le sentiment de bien-être pendant le séjour, la perception d'être en sécurité en maison d'hébergement, les pratiques axées sur la défense des droits, sur la solidarité, la conscientisation et l'adaptation des pratiques aux besoins spécifiques des femmes. Donc, nous, on veut voir les pratiques qui ont un effet. Pour l'instant, on est à l'étape de l'hypothèse. On croit que, par exemple, mieux les femmes sont accueillies, plus elles se sentent bien, plus elles se sentent en sécurité, plus les pratiques sont adaptées, plus elles apprennent à défendre leurs droits, plus on met l'accent sur la solidarité, plus elles sont conscientisées pendant leur séjour, plus elles vont reprendre du pouvoir sur leur sécurité. Mais on ne le sait pas, on est vraiment à l'étape de l'hypothèse ou des hypothèses. Donc, on espère recruter 200 femmes. C'est ce sur quoi on travaille, mais le problème auquel on fait face présentement, malheureusement, c'est qu'il y a une énorme attrition entre le pré-test et le post-test. On a plusieurs femmes qui ont participé au pré-test, mais on les perd au post-test, ce qui fait en sorte qu'après 1 an de recrutement, on a quand même un petit échantillon qui ne nous permet pas jusqu'à date de voir l'effet des pratiques. Donc, je vais faire un petit pitch moi aussi. S'il y a des maisons de la Fédé et du regroupement qui sont présentes et qui veulent s'impliquer dans l'étude, juste recruter quelques femmes, on accepte encore de recruter parce qu'on a besoin encore de plus de femmes pour être capable de répondre à nos objectifs. Et nous, pour nous, c'est un projet qui est quand même super important. Puis, tu sais, évidemment, on est biaisé comme équipe, là, mais c'est un projet qui va nous donner des données probantes sur ce qui se fait dans les maisons d'hébergement au Québec. Jusqu'à date, puis là, j'ai eu une rencontre avec le statisticien de l'équipe récemment, il y a des choses intéressantes qui se dessinent, là, qui sont assez positives, qui reflètent positivement ce qui se fait en maison. Mais pour l'instant, on n'est pas capable de voir l'effet des pratiques parce que notre nombre de femmes qui ont participé au post-test est trop faible. Donc, on espère que ce projet-là, on croit qu'il va être bénéfique pour les maisons d'hébergement, mais aussi pour les femmes. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais présenter ce midi. Je vais quand même nommer les quelques limites de l'étude, ou en fait, je dirais les quelques limites de la phase 1 de ce que je vous ai présenté tantôt avec les 189 femmes. D'abord, une limite, c'est qu'on a une population dite clinique. C'est-à-dire qu'on a recruté seulement des femmes en maison d'hébergement. Et ça ne représente pas l'ensemble des femmes victimes de violences conjugales. Fait que si on faisait cette étude-là dans la population en général, est-ce qu'on aurait les mêmes différences ou similarités entre les groupes? Je ne le sais pas. C'est toutes des femmes qui ont reçu des services. Oui, Marie-Marthe? OK, je suis bonne. En fait, il y a juste une question, mais ça va exactement dans ce que tu dis, là. Est-ce que vous avez regardé pour les femmes autochtones? Oui, on a, au niveau des femmes autochtones, on en a recruté dans quelques maisons d'hébergement. Fait qu'on en a qui ont participé, là, j'ai pas le chiffre exact, mais on en a dans notre échantillon de 189. L'enjeu qu'on a, c'est que tous nos questionnaires sont en français. Puis là, dans la phase 2, il y a des maisons qui nous ont dit que si on pouvait le faire bilingue ou en anglais, elles pourraient recruter plus de femmes autochtones. Fait que peut-être que dans une autre phase de l'étude, si on fait une 3e phase éventuellement, on pourrait en fait mettre nos questionnaires, nos affiches de recrutement bilingues pour en recruter plus. L'autre limite, quand on regardait tantôt avec nos 189 femmes, on n'est pas certaine quelles femmes ont été approchées. Parce qu'à la phase 1, on n'avait pas les 2 temps de mesure qu'on a maintenant, fait que toutes les femmes pouvaient participer, peu importe où elles étaient dans leur cheminement. Fait qu'on ne sait pas quelles femmes ont dit oui, quelles femmes ont dit non et pourquoi. On ne sait pas. On demandait aux intervenantes, approchez les femmes que vous pensez qui vont vouloir participer. Donc, en termes de recrutement, c'était pas clair quelles femmes ont été approchées, quelles femmes ont dit oui, quelles femmes ont dit non. Parce qu'il y a peut-être des profils distincts chez les femmes qui disent non, moi je ne veux pas participer, ça ne m'intéresse pas. On n'avait pas besoin de mesures précises dans le temps à la phase 1. Voilà. Puis on le sait que la reprise du pouvoir, c'est pas fixe, hein, c'est un processus.
Donc, on ne sait pas non plus comment ça fluctue dans le temps. Ce que la phase 2 va nous permettre de faire. On va pouvoir voir la différence entre le temps 1 et le temps 2. Une autre limite de l'étude, puis je ne sais pas trop pourquoi, mais on avait quand même moins de 10% de l'échantillon qui était né à l'extérieur du Canada. C'est pas beaucoup. On explique ça par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de régions, des grands centres qui se sont impliqués. C'était beaucoup des maisons dans les régions. Fait que peut-être que ça a joué aussi. La question de la langue aussi, ça peut avoir été une barrière. Mais on sait que les femmes immigrantes, surtout celles qui ont un statut migratoire précaire, elles font face à des obstacles supplémentaires, donc dans le processus de rupture avec un conjoint. Donc, ça, c'est aussi une limite. Et comme je le disais tantôt, ben, à la première étape, on avait un seul temps de mesure, mais on est en train de travailler maintenant à suivre les femmes sur une période un petit peu plus prolongée. Donc, voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires ou peu importe, je suis à votre disposition pour les 20 prochaines minutes. Merci.